Bonsoir, ici Jean-François Lépine. Je vous souhaite la bienvenue à Zone Libre. La semaine prochaine, une commission d'enquête québécoise doit tenir des audiences publiques à Percé, en Gaspésie, sur un projet controversé qui a tourné au fiasco, le projet de relance de l'usine Papier Gaspésia à Chandler, dans la baie des Chaleurs. Le projet, vous vous en souviendrez, avait été lancé en grande pompe en décembre 2001 par le gouvernement Landry. Mais aujourd'hui, le chantier de la Gaspésia est fermé. La rénovation de l'usine, qui devait coûter 493 millions, en aurait coûté le double si les travaux n'avaient pas été arrêtés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la Gaspésia? S'agit-il de l'échec d'un modèle d'intervention gouvernementale unique au Québec, ce qu'on appelle le modèle québécois? Joanne Fauché et Christine Gautrin ont mené leur propre enquête avec des résultats, vous allez voir, qui sont étonnants. Elles ont recueilli, entre autres, pour la première fois, le témoignage de Frank Dottori, le président de Tembec, un des principaux partenaires du projet. Elle s'appelle Gaspésia. Elle a nourri des familles de Chandler pendant des décennies. Aujourd'hui, elle dévore des centaines de millions de fonds publics. Je trouverais normal que toute la Gaspésie soit avec nous à cause de notre dossier gaspésien. Si la Gaspésia repart, c'est parce que le Québec s'est doté d'un modèle socio-économique remarquable. En janvier dernier, après 20 mois de construction, le chantier a été fermé. Rénover l'usine allait coûter 800 millions au lieu de 500. Les gens de Chandler ont été consternés. Pourtant, le projet de la nouvelle papetière avait été lancé avec éclat et devait créer 230 emplois directs. C'était plus de 2 millions par emploi. Avec un montant comme ça, vous payez quelqu'un pendant 30 ans, sans problème, quoi. Donc on tombe dans l'absurdité de ce type d'intervention. Pour l'économiste Jean-Marc Suret, la Gaspésia n'est qu'un symptôme d'un mal beaucoup plus étendu. Le gouvernement intervient trop dans des dossiers mal évalués et laisse peu de place au secteur privé. L'intervention, évidemment, il peut y avoir des emplois indirects dans la région, mais à terme, c'est un projet de quelques centaines d'emplois qui va coûter 500 millions de dollars, si ce n'est pas plus, là, avec les dépassements. Donc on arrive à des choses absolument aberrantes en termes économiques. Ce n'est pas un gouvernement libéral. Les régions au Québec ont un poids très important en termes électoraux et elles font donc partie de l'agenda politique. L'investisseur majoritaire, le Fonds de solidarité de la FTQ, injectait 70 millions de dollars. La Société générale de financement et le partenaire privé, Tembec, 35 millions chacun. Avec des bailleurs de fonds aussi solides, comment a-t-on pu arriver à un tel désastre financier? Pour savoir ce qui s'est réellement passé, nous avons d'abord tenté d'interviewer plusieurs ouvriers qui ont participé à la reconstruction de la Gaspésia. Si moi je m'ouvre la gueule, je ne vais plus travailler par ici. Je vais avoir trop de pression ensuite. C'est la loi du silence. On nous resserre toujours la même histoire. Je peux pas trop parler là-dessus. Je peux avoir des comebacks. C'est la loi du silence. C'est la FTQ Construction par ici qui run tout. Selon l'entrepreneur Normand Vaudry, la participation financière du fonds de la FTQ a eu un impact direct sur l'embauche des travailleurs dès le début du chantier. Le projet était financé par la FTQ. En tort ou en raison, la FTQ a exigé que les travailleurs soient des travailleurs syndiqués FTQ. Donc, on avait cette contrainte-là que c'était strictement travailleurs FTQ. Comment on vous l'a dit? Ah, c'était connu. On ne pouvait pas entrer aucun travailleur de la CSD ou autre sur le chantier. Ça, c'était... c'est rien d'écrit, mais c'est connu. Là-dedans, il y en a deux qui ont travaillé. Le fond, c'est FTQ. Ça a influencé le chantier. Ça a influencé les travailleurs. Comment? Ben, dire qu'on est FTQ, on est certain de FTQ, puis on est certain de se placer là. Parce que c'était un chantier FTQ. Ils disaient que c'était à cause du Fonds de solidarité qui avait investi là-dedans.
Vital Grenier, le représentant local de la CSN, s'est fait refuser ses membres à la Gaspésia. Dès le début, les affrontements syndicaux, une mauvaise évaluation des travaux et une gestion inefficace ont retardé le chantier. Il y a des personnes qui m'ont entouré. J'étais sur le chantier, ils m'ont dit qu'est-ce que c'est quoi tu viens faire ici, que tu ne placeras pas de CSN ici, t'es toute seule ici. Oublie ça. Un de mes patrons qui a eu un téléphone, un de ses boss, qu'il voulait me sortir du chantier. Mais parce que vous étiez CSN. À cause que j'étais CSN. Seulement 2 des travailleurs sur le chantier de la Gaspésia étaient d'allégeance CSN, alors que la CSN représente 30 des ouvriers de la Gaspésie. Un exemple, à mon avis, de ce que l'on devrait faire. Est-il normal que le fonds de la FTQ soit actionnaire majoritaire dans un projet comme celui de la Gaspésia? C'est financé par un fonds de travailleurs et c'est là toute l'ambiguïté, tout le problème de notre structure, où on laisse un fonds de travailleurs gérer 4 ou 5 milliards de dollars maintenant, intervenir dans des projets majeurs où ils vont être en interaction avec des syndicats. Fonds de travailleurs plus les fonds des jardins. Le fonds se définit comme un fonds de capital de risque. Le capital de risque, ça s'adresse à des entreprises qui démarrent ou qui sont en croissance et non pas à des méga-projets. Quand on rentre 1 milliard de dollars dans des fonds de travailleurs ou les fonds des jardins dans une année, il est bien évident qu'on ne peut pas placer de façon correcte 1 milliard de dollars par année au Québec dans le domaine du capital de risque. On a calculé avec des indicateurs internationaux qu'à peu près 200-250 millions de dollars en capital de risque suffirait. On a 4 fois plus. Donc ça va conduire à choisir des projets qui sont de moins en moins rentables et de plus en plus douteux. Tembec, le seul partenaire privé, n'a pas joué son rôle dans ce projet. La gestion lui a totalement échappé. À partir de novembre, le projet est devenu sous mode accéléré, style fast track. On est passé de 300 travailleurs à 700 travailleurs. On dirait qu'il s'est passé une espèce de mouvement, de contrôle du chantier par les travailleurs. Ça s'est senti. C'était les travailleurs qui ont dit, écoute, nous, on travaille au rythme qu'on veut. Et c'est quoi ce rythme-là? Bien, le rythme-là, justement, ils travaillent peut-être, ils produisent 25-30 de production. De 3 heures par jour? En production, on peut dire 3 heures, oui. Ils travaillaient 3 heures par jour? Oui. Ils travaillaient 8 heures par jour. Sauf qu'ils produisaient pour 3 heures par jour. Différence. On les payait, là, nous autres, 8 heures par jour. Il y a beaucoup de délégués syndicaux qui vont avoir tendance à ralentir les travaux, à faire ralentir les travaux. Bon, soit pour augmenter la quantité de main-d'œuvre, donc de leurs membres qui vont pouvoir avoir accès au chantier, ou pour simplement faire durer les travaux plus longtemps. Quand un entrepreneur va décrier la situation, va dénoncer la situation sur un chantier, il va se mettre, comme on dit, tous les syndicats à dos. Et là, il peut y avoir une paralysie de chantier ou un ralentissement des travaux. Le calcul, il se fait, bon, ben, le CD, ben, c'est peut-être X milliers de dollars de plus, mais en même temps, prendre la voie inverse, s'y opposer, ben là, c'est un retard, puis là, ben, ça va peut-être être des millions de dollars. Donc, il y a une espèce de calcul qui se fait entre, c'est les coûts et les bénéfices, là, dans le fond, de peut-être s'opposer à certaines de ces exigences-là, et qui fait en sorte souvent, et comme je dis, plus le chantier est gros, plus le chantier est stratégique, plus les délais sont serrés, plus la production qui est en jeu a une valeur importante, plus ça devient difficile de renverser cette tendance-là. Le Fonds de solidarité et le syndicat de la construction FTQ ont refusé de nous donner une interview parce qu'ils réservent leur témoignage à la commission d'enquête. Ça, c'est une pièce qui est revenue de la Gaspésie. Pour ces entrepreneurs qui n'ont pas encore été payés, les dépassements de coûts sur le chantier sont principalement dus à la mauvaise gestion de Tembec. Il devait avoir une coordination au chantier, il devait avoir une équipe administrative pour nous recevoir au chantier puis faire le suivi des travaux. Puis il devait avoir une équipe de planification aussi pour suivre ces travaux-là. Il n'y avait pas ça, il n'y avait rien de ça. Nous autres, on recevait de la tuyauterie d'un fournisseur. C'était notre rôle à nous, c'était de le prendre puis de l'installer. À la soumission, il nous avait dit, regarde, ça va être très bien classé, vous allez avoir un lot, ça va être ami mécanique, tout ça. C'est pas ça qui est arrivé.
Ce qui est arrivé, là, c'est que c'est arrivé dans des conteneurs tout croche, un peu partout disposés sur le site. Je veux dire, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui illustre le désordre qu'il y avait sur le chantier. Quand on a débuté le chantier, les plans de construction n'étaient pas complétés. On est donc entré en mode fast-track, comme on dit dans l'industrie de la construction. Ce qui veut dire qu'on construit en même temps qu'on fait les plans. Ça se passe souvent ainsi sur les chantiers industriels, mais à la Gaspésia, c'était pire qu'ailleurs. J'avais reçu 150 plans. J'ai reçu ensuite 125 nouveaux plans. J'ai reçu 488 revisions de plans. On leur posait des questions pour leur dire « Ah, à cet endroit-là, t'as un problème. As-tu prévu ça pour nos amis de la mécanique, pour nos amis du piping, pour nos autres amis qui s'en viennent après? As-tu prévu ça? Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. » Quand la personne se met à calculer la capacité d'une colonne ou la grosseur d'une machine, puis la machine ne rentre pas dans le trou. Le trou est fermé déjà. Il faut que tu le réouvres. Il faut que tu le refermes. Mais tu le refermes, les autres, ils veulent diminuer le temps. Ça fait que tu le fermes à la fin de semaine à temps d'eau. Jaco va avoir eu sa leçon avec Tembec. Ici, on a l'usine qui fabrique le papier couché. Ça, c'est le seul au Canada. Chaque jour, on exporte presque 2000 tonnes de produits de l'usine. Ça, c'est de nouvelles technologies. Et c'est un peu le même processus qu'on voulait utiliser à Gaspésia. Ça, c'était l'idée. Témiscamingue, le château fort de l'homme d'affaires Frank Dottori, président de Tembec. Son empire, 50 usines au Canada, en France et aux États-Unis, 10 000 employés. Aujourd'hui, il considère qu'il n'est pas le seul responsable de l'échec Gaspésia. Il y a des gens qui disent « Tembec n'a jamais fait de grosses constructions. Hey, » moi, je dis, regarde les projets que tu peux voir ici qu'on a construits. On a 800 millions de dollars d'investissement ici qu'on a fait tout. Alors, c'est pas qu'on n'avait pas la côté technique. C'était une question de management. Le projet était le projet de la Fonds de solidarité. C'est clair, c'était leur projet. Ils disent, c'est comme ça que ça va marcher. C'est ça le projet. Ça veut participer, oui ou non. La structure de gestion mise en place par les trois partenaires était inhabituelle. Par exemple, quand Frank Dottori prenait une décision sur le chantier, elle devait être approuvée par le comité. Le comité en question était composé de 2 représentants du Fonds de solidarité, 2 de la SGF et 2 de Tembec. Ils avaient tous un droit de veto, ce qui aurait ralenti la prise de décision. Mais diriger un projet comme ça avec un comité... à 3 têtes. Ça ne marche pas. Ce n'est pas tout. Une décision pouvait aussi passer par le comité et remonter à une 3e instance, le CA de Papier Gaspésia, où le Fonds de solidarité était majoritaire. Malheureusement, c'est devenu une malaise. C'est un peu ça qu'il y avait réellement aucun qui était en charge de la construction. Aucun des partenaires n'a fait un suivi rigoureux des coûts. De plus, Tembec a connu des affrontements avec les syndicats. Pourquoi? Regato, il voulait runner son chantier sans que l'Union run tout. 3 chefs de chantier de Tembec se sont succédés en peu de temps. L'un d'eux, Emilio Regato, a été expulsé brutalement, comme nous l'a raconté un ouvrier de Chandler. Ils ont descendu 400 gars à la roulotte. Ça cognait dans les murs. Tu sors d'ici. C'est de même que ça s'est passé. C'était ça ou qui chavirait la roulotte. Les boss qu'il y avait dans ce roulotte-là ont appelé la police. Et la police l'a escorté. Sans ça, ça aurait fait je sais pas quoi. C'était eux qui dirigeaient le site, c'est pas lui. C'est un peu ça, ils ne pouvaient rien faire. Alors, quand on a trouvé que ça coûte 27 $ pour mettre une brique de ciment, au lieu de 12-13 que ça coûte ailleurs, lui a commencé à agir d'une manière peut-être un peu dure. Il y a eu une réaction. C'est l'autre qui dit, moi, je ne travaille pas si tu ne me donnes pas 50 heures par semaine. Okay? Même le contrat dit c'est 40. Quand ça parle, tout le monde dit c'est 40. Nous autres, on dit c'est 40. Mais les employés disent on ne vient pas si tu ne payes pas 50. Ça commence comme ça. Hein.
Il faut trouver une solution parce que ça coûte 2 fois plus au Québec de construire que n'importe où. Selon des études économiques, construire une usine au Québec coûte plus cher en salaire qu'en Ontario, jusqu'à 80 plus cher selon les projets. Les salaires sont pourtant plus bas au Québec, mais on retrouve dans la Convention collective des travailleurs québécois de la construction 19 primes de tout genre. Et ce n'est pas tout. Donc, il y a un écart, ce qu'on appelle généralement de productivité. Hein? C'est combien on fait de travaux en 1 heure. Puis, il y a un écart de prix qui est combien ça coûte 1 heure dans le secteur de la construction. Et si on regarde un grand chantier comme celui de la Gaspésia, a priori, la comparaison avec l'Ontario aurait donné, si on avait comme anticipé, on aurait pu prévoir un écart peut-être de productivité de 10 à 15 et puis un écart de coûts salariaux, de coûts à l'heure d'à peu près 20 à 25. Là, ce qui fait que quand on additionne ces deux composantes-là, on arrive là, à un écart de 30 à 50 de la masse salariale. Tembec avait déjà fait une offre d'achat sur l'usine de Chandler en l'an 2000. Abitibi-Consol avait préféré vendre au Fonds de solidarité, prêt à payer plus cher. Tembec a donc déjà été intéressé par la papetière. Mais quand on lui a proposé de devenir partenaire dans la Gaspésia, Frank Dottori y est allé à reculons. C'est devenu un projet social. C'était pas un projet qu'une compagnie privée va investir dans un projet comme ça. C'était un projet, comme je dis, marginal. Si le timing était bon, mais un projet comme ça, ça avait une valeur de 350 millions. On était rendu presque 500 millions. En réalité, le gouvernement a mis presque 200 millions de subventions pour adresser un problème. On se distingue par l'omniprésence du gouvernement et des organismes financés ou aidés par le gouvernement. Bon, dans la situation du Québec, c'est une intervention qui est énorme, qui est démesurée. On considère, par exemple, dans le domaine du capital de risque, que dans la plupart des pays, l'État, directement ou indirectement, est responsable de 15-20 % dans les pays où l'État est le plus actif. Au Canada, on est aux alentours de... Au Québec, pardon, on est aux alentours de 70 à 80 %. La vérificatrice par intérim du Québec a surpris tout le monde quand elle a révélé, en juin dernier, que les risques financiers du seul partenaire privé dans la Gaspésia étaient, pour ainsi dire, nuls. Ce qu'on indique dans le rapport, c'est que son risque pouvait diminuer l'investisseur privé. Il pouvait même devenir nul, parce qu'en substance, c'était Investissement Québec qui investissait dans la Gaspésia. Voici ce qui s'est passé. D'un côté, le gouvernement aidait Tembec financièrement pour construire une papetière à Matane. De l'autre, il relançait la Gaspésia pour des raisons sociales et politiques. Les deux usines, financées par le gouvernement, allaient entrer en concurrence dans un marché difficile où la ressource, l'approvisionnement en bois, était limité. J'avais déjà acheté une machine. On n'était pas très heureux avec le projet de Gaspésia parce qu'on avait un concurrent. Puis il n'y a pas assez de bois dans la région pour faire 2-3 projets. Le gouvernement avait fait un prêt à Tembec pour construire une deuxième usine à Matane. Si elle ne le faisait pas, elle aurait une pénalité de 35 millions à payer au gouvernement. Quand la SGF propose à Frank Dottori de devenir partenaire dans la Gaspésia, le gouvernement négocie l'annulation de sa pénalité de 35 millions en échange d'un investissement de 35 millions dans le projet. Et il lui garantit un approvisionnement en bois. Claude Blanchet ne reconnaît pas que le partenaire privé qu'il avait trouvé n'investissait pas un sou de sa poche. On savait que si Tembec embarquait là-dedans, on s'organiserait. C'était peut-être pas signé, mais qu'il y avait une entente verbale là-dessus. Eh bien, là, vous me prouverez ça. Vous me prouverez ça. Vous demanderez à n'importe qui de me faire la preuve qu'il y avait une entente verbale et que M. Dottori a pris une décision sur une entente verbale de mettre 35 millions dans le dossier de Gaspésia. Vous me ferez la preuve de ça et ça va être extrêmement intéressant parce que moi, je n'ai pas vu ça. C'était pas complété, cette négociation-là. C'était en cours. C'était en cours. Ça se faisait de façon parallèle à la décision d'investir à la SGF. Frank Dottori est clair sur la proposition que lui a fait Investissement Québec. On va éliminer le 35 millions, mais la condition est que tu vas le mettre là-bas. OK. Alors, c'est ça que j'ai fait. Place Ville-Marie, à Montréal. Le contrôleur Ernst & Young cherche un acheteur depuis 6 mois.
Et le GEF a dit, nous, l'investisseur qu'on veut avoir, c'est un investisseur qui va assumer 100 du projet. C'est ça l'objectif. Ça va être son bébé. Puis j'imagine, on pourrait soupçonner, c'est parce qu'il veut pas que ce soit un projet dit gouvernemental. Il cherche un repreneur capable d'investir au moins 100 millions dans le projet. La concurrence avec l'Asie rend les choses difficiles, sans compter la mauvaise réputation du chantier de la Gaspésia. Si on était capable de leur dire, leur garantir que ça coûterait, mettons, 330 millions, le coût de construction, ça l'aiderait beaucoup. C'est un risque de moins. Il est donc important de revoir, encore une fois, les règles de l'industrie de la construction, mais surtout de questionner l'intervention de l'État et de tous ses bras financiers. On s'aperçoit par exemple qu'en termes de placement privé, on est beaucoup moins actif au Québec qu'on est dans le reste du Canada. Des travaux ontariens montrent aussi que cette surintervention de l'État tend à faire sortir le capital privé. Mais tout cela, c'est à l'avantage de ceux qui demandent de l'intervention. Et on a beaucoup d'interventions, donc on a peu d'apport de capital externe. On a peu d'apport de capital externe, donc on va demander des interventions. Et on est dans une espèce de boucle qui est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument réussir à rompre. Encore aujourd'hui, un privé ne s'intéressera à la Gaspésia que dans la mesure où encore d'autres fonds publics seront engloutis pour qu'elle redevienne rentable. Et si l'usine n'est pas revendue rapidement, il en coûtera cet hiver 1 million par mois pour la conserver vide.